OK, un autre 5 minutes tout le monde, on commence. OK, Patrick, on peut commencer la formation si tu es prêt. Ouais, absolument. Ok, donc on a voulu organiser cette formation en fait pour prendre le temps de vous expliquer un peu le logiciel. Comme vous le savez, donc les logiciels ont été examinés déjà par moi dans le cadre de la reprise qui avait été faite il y a quelques semaines et également dans le cadre de vos demandes de remboursement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pour plusieurs équipes en fait certaines incompréhensions ou certaines fonctionnalités du logiciel qui n'étaient pas forcément claires. Et donc, on a vraiment voulu prendre le temps en fait, de revenir dessus et de vous reformer essentiellement sur l'utilisation du logiciel. Avant de rentrer dedans concrètement, je vais juste revenir un peu sur pourquoi c'est important d'utiliser le logiciel et de savoir l'utiliser.
Déjà, pour vous, en tant qu'entreprise, c'est vraiment un outil puissant qui vous permet en fait de rassembler toutes les données qui sont pertinentes à votre entreprise, donc la production, les ventes, la finance, tout ça. Donc ça, c'est vraiment à votre échelle à vous. Ça vous permet de faire le suivi, comme ça, si jamais il y a des documents qui sont perdus ou si jamais, je sais pas, deux VP par exemple qui sont pas d'accord, vous pouvez utiliser le logiciel pour vérifier certaines données. Ça, c'est de votre côté. Du côté JA et de manière générale par rapport au programme, en fait, le logiciel est vraiment essentiel parce que c'est lui qui nous permet, en fait, déjà de faire le suivi des équipes. Donc, comment avancent les équipes et qu'est-ce qu'elles font, et notamment qu'est-ce qu'elles font avec l'argent, parce que c'est un sujet qui est important. Mais c'est également, en fait, l'outil qu'on va utiliser à la fois, donc, pendant l'année pour les demandes de remboursement. Donc, quand vous allez soumettre une demande de remboursement pour l'achat de matières premières, on va utiliser, entre autres, le logiciel pour contrôler les demandes de remboursement que vous faites et vérifier que les documents que vous soumettez sont cohérents, d'une part, et d'autre part, et c'est peut-être en fait le plus important dans tout ça, c'est qu'à la fin de l'année, quand vous allez clôturer votre entreprise, donc il y aura tout un processus pour ça, puis je vais notamment en parler là pendant la formation, mais en fait, quand vous allez clôturer votre entreprise, ça va être bien important de finir le logiciel, de le compléter et de le soumettre. Et en fait, JA va utiliser ce logiciel pour en fait, calculer vos états financiers et déterminer à la fin de l'année, après tous les achats que vous avez faits, les ventes que vous avez faites, donc l'argent que vous avez reçu, les dépenses, les impôts, les redevances, les salaires, les commissions, tout ça, c'est des choses qui vont être calculées par JA avec votre logiciel et qui vont permettre en fait de déterminer à la fin de l'année concrètement est-ce que vous avez fait de l'argent. Donc d'une part, quels sont les salaires et les commissions qui vont devoir vous être reversés à vous, les entrepreneurs, et d'autre part, pour les actionnaires, donc c'est-à-dire vous, mais aussi vos parents, vos amis, vos frères et sœurs qui ont contribué le 10 $ en début d'année, concrètement, quelle est la valeur de l'action à la fin de l'année et donc quel est le montant qui doit être reversé à chaque actionnaire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si le logiciel est incomplet ou il est mal rempli ou s'il y a des erreurs, alors nous, c'est sûr que JA, on va faire un effort pour essayer de corriger les données. On va pas juste vous dire, ah, c'est bon, le logiciel, il n'est pas bon, tant pis pour vous, vous n'allez pas avoir votre argent. On n'est pas comme ça, bien sûr, c'est pas notre but. Mais en fait, nous, ça nous facilite le travail si le logiciel est déjà correct, cohérent et bien complet pour, d'une part, faciliter le travail, puis surtout accélérer le traitement de tout cet argent-là. Et donc, pouvoir vous émettre en fin d'année vos chèques avec, encore une fois, pour vous les entrepreneurs, les salaires et les commissions si vous en recevez, et pour les actionnaires, les chèques avec l'action, donc qui peut monter, hein, qui peut dépendre bien sûr selon votre succès dans l'année, mais ça peut être des chèques qui peuvent être quand même assez conséquents. Juste pour vous donner une petite idée, l'entreprise que j'ai coachée l'an passé qui s'appelle Apreski, que vous avez peut-être entendu parler, et qui ont d'ailleurs gagné le prix d'entreprise de l'année, leur action à la fin de l'année était de 135 $. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, chaque actionnaire a reçu un chèque pour 135 $. Et ça a été possible parce qu'ils ont soumis un logiciel bien complet et bien rempli en fin d'année. Donc, voilà, ça c'est un peu le contexte de pourquoi est-ce que le logiciel est si important. Et donc, je vais rentrer dans la formation. Là, dans la formation, je vais vraiment reprendre en fait chaque onglet du logiciel. Je vais partager mon écran là dans quelques instants. Donc, je vais vraiment reprendre chacun des onglets du logiciel et vous montrer comment remplir ces onglets et surtout, en fait, bien sûr, comment remplir chaque onglet à titre individuel, mais aussi vous montrer un peu la cohérence ou les vérifications qui peuvent se faire entre les différents onglets et les manières de vérifier en fait que le logiciel est bien rempli ou pas. Ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des questions, s'il vous plaît, de les garder pour la fin, tout simplement parce qu'il est possible que à un moment, je parle d'un sujet spécifique et peut-être que quelques minutes après, je vais répondre à votre question en fait avant que vous ayez le temps de la poser. Donc juste pour garder un bon flow dans la présentation, je vous demande s'il vous plaît si vous avez des questions, notez-les quelque part et puis n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Je vais dédier du temps à la fin de ma présentation pour prendre vos questions, donc n'hésitez pas pour ça. Si vous avez des questions, donc ça peut être vraiment d'ordre général, ça peut être une question sur un onglet spécifique. Vous pouvez même, si on a le temps, me montrer votre logiciel si vous avez une erreur bien spécifique, par exemple, que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, moi je suis vraiment là pour ça me fera plaisir de vous aider. Mais juste, s'il vous plaît, bien garder ça pour la fin. Donc je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Alors, tac. Confirmez-moi s'il vous plaît que vous voyez bien mon écran. Une personne peut juste me dire un oui verbal pour que je puisse continuer. C'est bon? Ouais, Parfait. on est capable. Excellent. Donc, on est là dans le logiciel. Alors là, j'ai pris un logiciel. Alors, vous voyez déjà en haut à gauche le nom d'Apreski. C'est un logiciel fictif. Hein. J'ai vraiment mis des données fictives. C'est pas forcément représentatif de l'entreprise ou quoi que ce soit. J'ai mis juste quelques données représentatives pour pas travailler avec un logiciel vide. Je trouve que c'est toujours plus parlant si on a des données.
Donc le logiciel, composé donc de plusieurs onglets. On a les onglets ici. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un code couleur pour ces onglets. On a les quelques premiers onglets qui sont ici, qui sont en bleu. Pourquoi est-ce qu'ils sont en bleu? En fait, parce que généralement, avec quelques exceptions, puis on va y revenir, mais généralement, ça c'est des onglets que vous remplissez une seule fois, plutôt vers le début de l'année. Et généralement, vous n'avez pas forcément à y revenir. Donc vous pouvez bien sûr les consulter au fur et à mesure de l'année, mais généralement, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des modifications qui soient faites régulièrement dans ces onglets-là. Donc ça, c'est pour les onglets bleus. Ensuite, on a les onglets verts qui sont ici, donc ressources humaines, production, marketing et finance. Ça, c'est les onglets justement que eux, vous allez plutôt être amenés à les remplir plus ou moins toutes les semaines, voire même systématiquement toutes les semaines, parce que ça va c'est les onglets qui vont vraiment vous permettre de faire un suivi régulier de votre entreprise et d'avoir des données qui sont complètes et qui sont à jour. Ensuite de ça, on a les onglets qui sont ici en rouge, donc rémunération, redevance, impôts et état financier. Ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des onglets. Alors, vous avez le droit de les consulter, hein, c'est pas interdit, bien sûr, mais ce sont des onglets qui vont être pertinents uniquement à la fin du programme. Quand vous allez clôturer votre entreprise, vous allez pouvoir utiliser en fait les informations qui sont dans ces onglets-là et qui vont vous permettre justement de calculer vos états financiers et en gros de mettre les dernières valeurs pertinentes dans le logiciel. On y reviendra après. Et enfin, on a un onglet vérification ici qui, lui, en fait, peut être également consulté tout au long de l'année et qui va vous permettre justement de vérifier, en fait, en un coup d'œil, juste de voir s'il y a des données qui semblent incorrectes ou incohérentes dans le logiciel. Et on a également un petit onglet ici, valeur de l'action. Ça, c'est juste un graphique qui se calcule automatiquement, qui vous permet de faire le suivi, si vous le voulez, de la valeur de votre action. Donc ça, c'est pour le code couleur et les différents onglets. Donc je vais vraiment les prendre un par un. Donc on a d'abord ici l'onglet démarrage. Dans cet onglet, alors une autre chose aussi que je veux bien préciser qui est importante dans le logiciel qu'il faut bien comprendre pour savoir l'utiliser, c'est que vous pouvez voir que ici, à travers cet onglet, puis en fait c'est comme ça dans tous les onglets, il y a certaines cases qui sont en gris, comme celle-ci, celle-ci ou celle-là, et le reste est généralement en blanc ou il peut y avoir des couleurs bien sûr. Première chose qu'il faut bien comprendre et qui est importante, c'est que vous ne modifiez que les cases qui sont en gris. Les cases qui sont en blanc, alors généralement de toute façon elles sont verrouillées. Vous voyez, si j'essaie de cliquer sur une autre des cases, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien important de ne modifier que les cases qui sont en gris. Le reste des cases, normalement vous ne pouvez pas les modifier, mais en tout cas c'est important de ne pas y toucher. Donc ici, dans l'onglet démarrage, on a le nom d'entreprise et le produit, et on a également le taux de commission et le taux horaire de rémunération. Ces informations-là, c'est des informations d'ordre général qui vous permettent, en fait, quand JA va revoir le logiciel en fin d'année, de savoir de quel logiciel il s'agit d'une part. Pour ce qui est du taux de commission et taux horaire de rémunération, ça normalement, c'est des valeurs que vous avez décidées une seule fois en début d'année, la troisième ou quatrième semaine, quand vous avez fait vos statuts. C'est important d'avoir les bonnes valeurs ici parce que justement, dans les onglets à la fin en rouge, notamment pour la rémunération, c'est ces valeurs-là qui vont être utilisées pour calculer d'une part vos salaires et d'autre part vos taux de commission ou vos montants de commission. Donc, c'est bien important de s'assurer que les valeurs qui sont ici sont bien correctes et correspondent à ce que vous avez décidé ensemble, chaque équipe, en début d'année. Ça, c'est pour l'onglet démarrage. La dernière chose à savoir aussi pour l'onglet démarrage, c'est qu'ici sur la droite, on a le calendrier de l'année et on peut voir en fait donc avec les numéros des semaines, donc semaine 1, semaine 22 qui est donc la dernière. Et donc ça vous permet en fait déjà vous de manière générale de faire votre suivi donc à une date donnée, de voir dans quelle semaine on se situe. Et d'autre part, à travers les différents onglets, il y aura plusieurs endroits où on va vous demander d'entrer le numéro de semaine. Et donc si jamais vous avez un petit doute sur le numéro de la semaine, vous pouvez facilement venir consulter le calendrier qui est ici. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 23 février. Je descends ici jusqu'au 23 février et je vois que le 23 février se situe dans la semaine 19. À savoir que les semaines ici, elles sont marquées du lundi au dimanche. Donc là, on est en ce moment dans la semaine qui commence aujourd'hui, le lundi 23 février, mais donc dans la semaine 19. Alors, pour la majorité des semaines, comme on peut voir ici, c'est une période d'une semaine qu'on a, donc de 7 jours, en fait, du 12 au 18, du 19 au 25, du 2 au 8, etc. Et quelques exceptions à ça, c'est quand on a des congés. Donc, par exemple, ici, pour la semaine 12, on voit que ça va du lundi 12 au dimanche 11 janvier. Ça, c'est parce que, en fait, entre le 22 décembre et le 11 janvier, il y aura eu une seule séance de JA. C'était la séance du mardi 7 ou quelque chose comme ça, donc mardi 6. Donc ici, c'est pareil, par exemple, pour la semaine 19, on a, on a une semaine de relâche ici qui est la semaine prochaine. Donc le mardi, si on regarde le calendrier, le mardi 3 mars, par exemple, il n'y aura pas de séance de JA. Donc c'est pour ça que la semaine 19 ici s'étend du 23 février au 8 mars. Essentiellement, si vous bien comprendre, c'est ça, c'est que le calendrier va du lundi au dimanche, et à tout moment, quel que soit le jour auquel vous êtes, ou même un jour dans le passé, vous pouvez très simplement venir consulter le calendrier qui est ici. On continue ensuite avec l'onglet seuil. L'onglet seuil, en fait, va vous permettre de calculer votre seuil de rentabilité. Alors, cet onglet, il est optionnel dans la mesure où c'est pas forcément un onglet qu'on va venir vérifier, c'est vraiment plus un onglet qui est pour vous, qui est informatif pour vous.
et qui vous permet en fait de calculer tout simplement votre seuil de rentabilité. Votre seuil de rentabilité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est combien d'unités de mon produit est-ce que je dois vendre pour commencer à être rentable? Pourquoi est-ce qu'on parle de rentabilité? Qu'est-ce que c'est la rentabilité? La rentabilité, c'est quand est-ce que je commence à faire de l'argent. Et alors, le calcul qui est fait, en fait, et je vais parcourir vraiment le tableau dans sa totalité, mais essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise, que ce soit une entreprise comme la vôtre à JA, mais même une entreprise dans le monde réel, elle a généralement deux catégories de frais ou deux catégories de coûts. On a les frais fixes et les frais variables. Les frais fixes, en fait, ce que ça représente, c'est les dépenses que l'entreprise va engendrer, quelle que soit sa production. C'est-à-dire que l'entreprise fabrique 0 produit ou 5 produits ou 100 produits, les frais fixes ne vont pas changer. C'est des frais qui sont fixes, qui ne vont pas changer et qui donc sont les mêmes quelle que soit la situation. À l'inverse, on a les frais variables qui, eux, sont les frais associés à la production d'un produit. Pour fabriquer un produit, qu'est-ce que ça me coûte? Donc, comme frais fixes, alors on a ici la facture de JA qui est d'un montant de 400 $ qui est déjà rentré pour vous. Et après, vous avez l'option. Alors, ça c'est vraiment vous, selon vos dépenses à vous. Hein, c'est vraiment personnalisable et c'est vraiment pertinent pour chacun de vos cas à vous. Mais vous pouvez ajouter vos propres frais fixes si vous voulez. Et donc, on vous a donné des catégories. Donc, ça peut être en ressources humaines, ça peut être en marketing. Là, par exemple, moi, j'ai mis un exemple ici. Disons que vous voulez faire une campagne de publicité sur Instagram et que ça vous coûte 25 $. On est bien d'accord que ce 25 $ que vous allez payer à Instagram pour faire une publicité ne va pas varier selon le nombre de produits que vous allez vendre. C'est donc pour ça que c'est un frais fixe. Et donc, on le met ici dans la colonne, ici, frais fixes. Donc là, par exemple, j'ai mon 400 $ de facture JA, ça ne change pas. Et parce que j'ai décidé de faire une publicité sur Instagram qui m'a coûté 25 $, je peux mettre mon frais fixe ici. Après, il y a d'autres catégories. Là, c'est vraiment libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et on a donc ici un total des frais fixes qui se calcule, qui est donc ici en l'occurrence de 425 $, la somme du 400 qui est déjà rentré, plus les 25 $ que j'ai moi-même entré. Donc ça, c'est pour mes frais fixes. Pour mes frais variables, comme je disais, c'est vraiment en fait les frais qui correspondent à la production d'un produit. Pour fabriquer un produit, qu'est-ce que ça me prend? Là, j'ai mis un exemple. Alors, encore une fois, hein, c'est des valeurs fictives, bien entendu, mais disons que pour fabriquer un cache-cou, disons que ça me prend 1 $ de tissu et 20 centimes de ruban. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour fabriquer un produit, je dépense 1 $ et 20 centimes. Ça, c'est mes dépenses par produit pour pouvoir fabriquer mon produit. Donc, j'ai mon 1 $ et 20 centimes. Et on a également une case ici. Alors, par défaut, elle est à 10%, qui correspond en fait au pourcentage de perte. Pourquoi est-ce qu'on a ce pourcentage-là? Parce que généralement, quand on va fabriquer un produit, surtout si ça implique par exemple du tissu ou des choses comme ça, on va parfois avoir un peu de perte. Par exemple, le coin du tissu que je ne peux pas récupérer parce qu'il est trop petit ou un produit que j'ai raté que je vais devoir recommencer. Il y a toujours un petit peu de perte. Donc, on va prendre en compte ce pourcentage de perte dans mes frais variables. Alors, par défaut, on le met à 10%. Si vous avez une production qui est particulièrement compliquée, vous avez absolument le droit de modifier ça, par exemple à 15%. Mettons, je vais changer ici à 15%. Et on voit ici que mon coût variable unitaire a donc été modifié. Je prends mon 1,20 $, je rajoute 15% dessus. Ici, en l'occurrence, ça me fait 1,38 $. Ça, c'est pour mes frais fixes à gauche. Au milieu, mes frais variables. Et enfin, là, je peux enfin pouvoir calculer mon seuil de rentabilité. Mon seuil de rentabilité, pour pouvoir le calculer, la dernière information qu'il va me falloir, c'est mon prix de vente. Donc, si par exemple, je décide de vendre mon cache-cou à 15 $, je rentre ici 15 $. Et on voit ici le calcul qui se fait en deux étapes. Première étape, c'est qu'on va calculer le bénéfice brut par unité. Le bénéfice brut par unité, en gros, ce que ça veut dire, c'est sur le 15 $ que je reçois de mon client quand je lui vends un cache-cou, combien me reste à moi l'entreprise. Je dois enlever ma commission de 10%, je dois enlever les redevances JE qui sont de 3,5%, et je dois enlever bien sûr mes coûts variables unitaires qui est le 1,38 qui est ici. Ce qui me fait donc un total de 11,60 de bénéfice brut par unité. C'est-à-dire que sur le 15 $ que le client me donne, en vrai, je garde 11,60. Et donc enfin, le dernier calcul qu'on va faire pour le seuil de rentabilité, c'est je prends mes coûts fixes totaux, 425, je divise par mon bénéfice brut par unité, et ça me fait 37 unités. Ce que ça veut dire, ce 37 qui est là, concrètement, ça veut dire que cette entreprise-là, si effectivement elle a 425 $ de frais fixes et 1,38 $ de frais variables, pour commencer à être rentable, pour commencer à faire de l'argent, pour commencer à faire monter la valeur de l'action, il va falloir qu'elle vende minimalement 37 unités. Donc ça, encore une fois, comme je disais, c'est vraiment un onglet qui est plus vraiment pour vous. C'est pas quelque chose qu'on va vérifier, c'est pas quelque chose qu'on va corriger. C'est plus pour vous faire une idée de concrètement combien de produits il faut vendre pour commencer à faire de l'argent. On continue ensuite avec l'onglet entrepreneur. Ça, c'est extrêmement simple. Il faut juste rentrer le prénom et le nom des membres de votre équipe. Donc uniquement les entrepreneurs, uniquement les personnes, les jeunes de votre équipe qui participent tous les mardis au programme JA. Vous entrez le prénom et le nom. Ensuite, on arrive dans actionnariat. Actionnariat,
On a, comme vous le savez, 30 actionnaires. Chaque entreprise JA est obligée d'avoir 30 actionnaires. Chaque actionnaire va dépenser 10 dollars en début d'année pour acheter une action. Et donc, il faut entrer ici les informations de ces actionnaires. Alors là, encore une fois, j'ai mis des données fictives, mais je veux bien insister sur quelque chose de très important. Premièrement, il y a une case ici, le numéro d'action. Ce numéro d'action, c'est en fait un numéro que vous allez voir sur les talons d'action que vous avez obtenus en début d'année et que vous avez fait remplir par vos différents actionnaires. C'est bien important de bien remplir ces informations-là parce que les talons d'action, donc quand vous avez rempli les actions, si vous vous rappelez, il y avait deux parties sur le document. Il y avait la partie du haut qui est la plus petite avec le nom d'actionnaire, le nom d'entreprise et le montant de 10 dollars. Et il y avait la partie du bas qui avait un peu plus d'informations comme le nom, le prénom, l'adresse, le courriel, tout ça. Cette partie du bas, c'est JA qui l'a gardée. Et en fin d'année, elle va justement faire la vérification. Elle va vérifier que les 30 talons d'action qu'elle a récupérés pour l'entreprise après ski, par exemple, correspondent bien aux 30 actions qui sont détaillées ici et que tous les actionnaires sont bien listés. Et c'est donc très, très, très important de ne pas faire du coup comme j'ai fait ici, mais de bien remplir toutes les différentes informations, donc l'adresse, la ville, le code postal et le courriel, parce que ces informations-là vont être utilisées par JA Québec en fin d'année pour contacter les actionnaires. Donc concrètement, JA Québec en fin d'année, si on prend l'exemple d'après-ski, mettons qu'après-ski, ils ont fait quelques ventes et qu'ils ont fini avec une valeur d'action de 15 dollars, JA Québec va contacter tous ces actionnaires-là et leur envoyer un courriel ou une lettre pour leur dire bonjour, en début d'année, vous avez dépensé 10 dollars sur une action d'après-ski. On est très heureux de vous annoncer que l'action vaut maintenant 15 dollars. Est-ce que vous voulez votre chèque, essentiellement? Donc c'est pour ça que c'est bien important de bien remplir toutes ces informations, parce que sinon, en fin d'année, JL ne pourra pas contacter vos actionnaires, et donc malheureusement, ils ne vont pas pouvoir recevoir le montant de leur action. Donc assurez-vous, s'il vous plaît, de bien remplir cet onglet-là. Ça fait partie des onglets qui sont vraiment importants. Ensuite de ça, on arrive à l'onglet dirigeant. L'onglet dirigeant, en fait, c'est... Oui. Au niveau de l'onglet actionnariat, oui. Nous autres, au début de JA, on nous avait dit que c'était pas, genre si jamais on n'avait pas été capable de prendre le numéro d'une des actions, c'était pas comme trop grave. Fait qu'il y a genre six actions que comme on a juste écrit 00000. Est-ce que vous avez encore ces numéros-là? Peut-être qu'on pourrait les reprendre et les mettre dans notre logiciel. Normalement, JA devrait encore avoir les talons d'action, oui. Donc, ce que je te propose, c'est de contacter ta responsable de centre et de lui donner les noms des actionnaires en question et de lui demander de te fournir les numéros d'action. OK, merci. On continue donc avec les dirigeants. Les dirigeants, en fait, c'est tout simplement une section. Alors là, pareil, généralement, vous la remplissez une seule fois, mais ça peut être amené à changer si jamais il y a un changement de poste. Mais en fait, c'est juste, on vous demande de juste rentrer en fait le nom de chaque dirigeant, donc le prénom et le nom pour chaque dirigeant, et la période dans laquelle cette personne a été dirigeante. Donc, la raison pour laquelle on a plusieurs lignes pour chaque poste, c'est parce que ça peut arriver que dans le courant de l'année, une personne quitte le programme ou se fasse remplacer. Et donc, ça vous permet en fait de remplir, si jamais, par exemple, cette personne-là n'est plus présidente à partir de la semaine, je sais pas, 17 par exemple, vous pouvez mettre ici, par exemple, fin en S16, et vous mettez le nom de l'autre personne ici, et vous mettez début en S17, par exemple. Sinon, vous avez une seule ligne qui est remplie pour chaque poste. Et donc, on a tous les différents postes qui sont là. Donc ça, c'est pour les onglets initiaux. Je vais donc maintenant attaquer avec la suite des onglets. Donc là, à partir de là, on entre dans la section verte. Ce sont donc des onglets que vous êtes attendus de remplir toutes les semaines. Le premier onglet qu'on a, c'est donc l'onglet de ressources humaines. Première chose à savoir, c'est que les noms qui sont ici, comme on peut voir, ils sont en blanc, pas en gris, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier, mais en fait, ils sont tout simplement prélevés dans la section entrepreneur qui est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien remplir ici tous les noms de tous vos entrepreneurs pour pouvoir retrouver ces informations-là dans cet onglet. Et ici, en fait, tout simplement, ce qu'on va venir rentrer, c'est le nombre d'heures faites pour chaque participant à chaque semaine. Unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence à la semaine 6? C'est parce que les 5 premières semaines, c'est des semaines de démarrage, durant lesquelles l'entreprise est encore en train de se constituer, on n'a pas encore forcément les dirigeants, c'est pas encore, voilà, c'est le début du programme. On commence à compter les présences à partir de la semaine 6 et jusqu'à la semaine 22 ici, en l'occurrence. Et donc ici, à chaque semaine, vous pouvez entrer en fait tout simplement le nombre d'heures que chaque personne a passé au programme JA. Bien noter que vous pouvez uniquement comptabiliser les heures qui sont faites pendant les soirées régulières du mardi, mercredi ou jeudi soir, selon votre heure de centre. Et vous pouvez uniquement comptabiliser les 2h30, donc de 19h à 21h30 pour chaque membre, à l'exception des dirigeants, pour lesquels vous pouvez mettre 3 heures si effectivement il y a eu la réunion des dirigeants qui a commencé à 18h30. Donc pour les dirigeants, donc pour les présidents et les vice-présidents, s'ils ont effectivement fait leur réunion du conseil d'administration en début de soirée à 18h30,
vous avez la possibilité d'entrer 3 heures, donc de 18h30 à 21h30. Et donc, voilà, pour chaque personne et pour chaque semaine, vous entrez le nombre d'heures qui ont été faites. Si une personne est absente, vous mettez 0. Si la personne est partie en avance ou arrivée en retard, vous pouvez mettre un nombre inférieur à 2,5, bien entendu. Et vous remplissez donc les différentes données. Alors, à savoir que à la fin de cet onglet-là, il y a une colonne ici « Actif en fin d'année ». Là, je ne l'ai pas rempli, mais à la fin de l'année uniquement, pas maintenant bien entendu, mais lorsque vous allez vraiment lorsque vous allez compléter votre logiciel final et le soumettre pour la dernière fois à JA, ça va être important de bien mettre ici un oui ou un non pour chaque personne. Pourquoi? Alors déjà, juste pour vous montrer, donc par exemple, si je peux mettre oui, si je peux mettre non, en fonction de faire pour toute la ligne, et voilà, vous remplissez tout simplement oui ou non. Pourquoi est-ce que c'est important de remplir cette colonne et d'indiquer si la personne est active en fin d'année? Parce que, et ça vous pouvez le vérifier dans vos statuts que vous avez signés, mais si une personne quitte le programme en cours d'année, et donc si on met non ici, cette personne ne pourra pas récupérer ses salaires et ses commissions. Elle pourra récupérer son action, parce que le fait de ne plus être entrepreneur ne veut pas dire qu'on n'est plus actionnaire. On a quand même payé le 10 $ en début d'année, on a quand même droit à notre action. Mais par contre, si une personne a quitté le programme en cours d'année, cette personne n'aura plus droit à ses salaires et ses commissions, à savoir que les salaires et les commissions de cette personne-là, s'il y en a, seront en fait tout simplement reversés seront comptabilisés comme de l'argent gagné et seront donc redistribués dans les actions. Donc c'est pour ça que c'est bien important, uniquement à la fin de l'année bien sûr, parce que vous ne savez pas encore là aujourd'hui qui sera là ou pas en fin d'année. Et lorsque vous aurez terminé le programme et que vous remplirez le logiciel pour la dernière fois, bien penser à remplir cette section-là s'il vous plaît. On continue ensuite avec l'onglet production. L'onglet production, il y a 2 sections principales. Il y a tout d'abord ici le premier tableau qui est l'achat de matières premières. Ici, dans ce tableau-là, vous allez en fait tout simplement comptabiliser ou lister tous les différents achats de matières premières que vous avez fait. Donc pour chacun, on peut mettre un numéro de facture. Alors, le numéro de facture, vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro qui est vraiment présent sur la facture. C'est plus un numéro de référence. Par exemple, pour vos demandes de remboursement, je vous suggère fortement de donc là, numéroter de 1, 2, 3, 4, 5, et puis ensuite de prendre les mêmes numéros pour les demandes de remboursement. Ça permet de faciliter le travail à JA lorsqu'ils vont faire la vérification du logiciel. Ici, vous mettez tout simplement en fait la semaine durant laquelle la dépense a été faite. Donc là, par exemple, disons que ça a été fait en semaine 4. Je peux revenir ici et vérifier que là, par exemple, j'ai mis le 28 octobre 2025. Dans mon calendrier, je peux vérifier que le 28 octobre, c'est entre le 27 octobre et le 2 novembre, et c'est bien en semaine 4, donc c'est effectivement cohérent. Je peux revenir ici. Donc vous mettez le numéro de la semaine, vous mettez la date. Alors c'est bien important de mettre la date à laquelle la transaction a été faite. En gros, la date qui est sur la facture. Donc, si par exemple, vous faites l'achat un lundi et que vous rentrez l'info le lendemain parce que vous avez votre séance le mardi soir, de bien mettre quand même la date du lundi. Il faut vraiment que ce soit la date de la facture. Vous mettez une description, rapide de ce qui a été acheté, donc ici par exemple du tissu. Vous mettez le fournisseur, par exemple Fabricville. Encore une fois ici, c'est bien important de mettre le même nom de fournisseur que celui qui est affiché sur la facture. S'il y a des différences à ce niveau-là, donc s'il y a une différence sur la date, il y a une différence sur la description, sur le fournisseur ou même sur le montant, et bien sûr le montant c'est la différence la plus importante s'il y en a une, la demande de remboursement sera refusée, donc faites bien attention à bien entrer vos dépenses. Et donc vous mettez ici donc, le montant de l'achat, donc par exemple ici 30 $. Il est important de mettre le montant total que vous avez dépensé, donc incluant les taxes. Un deuxième exemple que j'ai mis, juste encore une fois, cet exemple, donc en semaine 5, le 4 novembre, j'ai acheté du ruban en Fabricville pour 10 $. Donc vous mettez au fur et à mesure toutes vos différentes dépenses. Ça, c'est la première partie de l'onglet production. La deuxième partie, en fait, c'est tout simplement un tableau très simple qui vous permet de faire le suivi de votre production. À chaque semaine, combien de produits vous avez fabriqués. Donc là, par exemple, en semaine 6, j'en ai fabriqué 1, semaine 16, j'en ai fabriqué 2, 3, 4, etc. Ça peut varier. Vous pouvez bien sûr mettre un 0 si en semaine 10, vous n'avez pas fait de production parce que, je sais pas, vous étiez en congé ou il y a eu un problème, ou peu importe. Vous pouvez absolument mettre un 0, mais assurez-vous de bien remplir au fur et à mesure ces différentes informations-là. Et vous avez ici d'ailleurs automatiquement une ligne qui se calcule pour la production cumulée, qui vous permet de voir à chaque semaine combien de produits on a fait depuis le début du programme. Donc vous remplissez ça au fur et à mesure. On arrive ensuite à l'onglet Marketing Stock. Cet onglet-là, en fait, vous permet de faire le suivi de plusieurs choses à la fois. D'une part, le suivi de notre stock. Donc ici, par exemple, j'ai 10 produits qui ont été fabriqués jusqu'à S9. Donc c'est important que dans mon stock, j'ai bien mes 10 produits qui sont listés également. Donc ça, c'est ici, donc vous mettez les numéros de stock. Donc ça, c'est vraiment tout simplement 1, 2, 3, 4. À partir de 1, puis 2, 3, 4, on continue la séquence. Ici, vous pouvez mettre une description. Alors là,
La description, généralement, ce que ça va servir, c'est de un, si vous avez plusieurs types de produits. Donc là, par exemple, disons que l'entreprise fabriquait des colliers et des boucles d'oreilles, c'est important de bien distinguer les différents produits. Mais ça peut être également intéressant si, par exemple, vous avez, je sais pas moi, des variations de couleurs ou des variations de taille. Vous pouvez mettre, par exemple, grand collier rouge ou boucle d'oreille dorée, peu importe. Comme ça vous permet de faire un suivi bien détaillé. Et ensuite, surtout, quand vous allez faire une vente, en fait, de bien vérifier est-ce que c'est les boucles d'oreilles dorées ou les boucles d'oreilles rouges qu'on a vendues, par exemple. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, faites votre propre organisation. Ici, on a une colonne produit donné ou défectueux. Ça, en fait, il faut la cocher uniquement si le produit que vous avez fabriqué ne va pas être vendu, soit parce que vous l'avez donné gratuitement. Donc, ça peut être par exemple pour le cas du produit que vous avez donné pour le concours de vidéoprojet, ou alors parce qu'il est défectueux. Mettons que vous avez terminé de fabriquer le produit, mais vous vous rendez compte qu'il y a une couture qui est mal faite ou qu'il n'est pas utilisable, peu importe. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un X. Sinon, vous laissez dire. Ensuite de ça, une fois que le produit est vendu, donc uniquement une fois qu'il est vendu, vous mettez le prix de vente. Donc ici, par exemple, 25 $. S'il est vendu, vous mettez le numéro de la semaine. Donc on peut voir ici vendu AS et numéro de semaine. Donc là, par exemple, moi, mon collier a été vendu à 25 $ pendant la semaine 6. Et ensuite, vous mettez un X ici dans la colonne qui correspond à la personne qui a fait la vente. Alors, bien important de réaliser que la première colonne qui est ici, c'est les ventes de groupe. Ça, les ventes de groupe, en fait, on les utilise dans un cas où ce n'est pas une personne spécifique qui a fait la vente. Il y a généralement deux cas de figure. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les ventes que vous avez faites pendant le marché de Noël doivent absolument être marquées comme des ventes de groupe. Pourquoi? Parce que vous étiez plusieurs personnes à votre stand, peut-être même que vous avez fait des rotations pendant la soirée de savoir qui était au stand. Et donc, pour cette raison, on va avoir des ventes de groupe. Sinon, vous mettez tout simplement un X dans la colonne de la personne qui a fait la vente. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de bien remplir qui a fait la vente ou, si c'est une vente de groupe, de mettre une vente de groupe? Parce que, comme vous le savez, vous avez une commission sur chaque vente. Et donc, là, par exemple, pour cette personne-là, vu que le X est dans son nom et sous son nom à elle, ça va lui donner une commission sur cette vente-là. Si j'avais mis mon X ici, ce serait cette personne-là qui va récupérer la commission de la vente. Donc là, ici, en l'occurrence, par exemple, je peux dire que sur les 10 produits que j'ai fabriqués jusqu'à maintenant, j'en ai vendu que 4 pour l'instant, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que j'ai un prix ici uniquement pour ces 4 premiers et un numéro de semaine, pareil, uniquement pour ces 4 premiers. Le reste, tant que je ne les ai pas vendus, tant qu'ils sont encore en stock, tant qu'ils sont encore en main, je n'ai pas bien sûr le prix de vente ou la semaine de vente. L'autre utilité en fait de cet onglet-là, c'est que ça vous permet aussi de faire le suivi de qui a les stocks. Parce que là, par exemple, j'ai 6 produits. Mettons qu'en fin de soirée, vous avez fabriqué vos 6 produits et puis que telle personne part avec 2, telle personne part avec 1 et telle personne part avec 3. Si jamais 2 semaines après, vous avez besoin de track où en sont les ventes ou alors qui a pris quoi, ça peut être difficile parfois de se rappeler, surtout si c'est plusieurs semaines après, de se rappeler qui est parti avec quoi. Alors que si vous mettez tout simplement un X sous le nom des personnes, ça vous permet de vous rappeler que telle personne avait 2 produits, celle-là en avait 1, celle-là en avait 3, etc. etc. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez utiliser cet onglet-là. Et donc vous remplissez ça au fur et à mesure, pareil, avec les informations de stock. Ensuite, on a un onglet marketing Toto ici. Alors, celui-là, il a une particularité, c'est que, comme vous pouvez le voir, en fait, à travers tout l'onglet, il n'y a pas une seule case grise. C'est tout simplement en fait une autre manière de se représenter les données qui sont là. Donc, les données qui sont dans Marketing Stock, elles sont juste en fait reprises ici. Donc ici, vous n'avez aucune modification à faire. C'est juste pour vous permettre de voir de manière un peu plus claire et un peu plus structurée, c'est quoi l'historique de vos ventes. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que sur l'année, vous avez fait 55 $ de vente. Ce 55 $, il y a eu 25 $ de vente de groupe, 27 $ et demi pour cette personne et 2 $ et demi pour cette personne. Et puis après, à l'échelle de chaque semaine, vous avez les mêmes informations. Par exemple, il y a eu 50 $ qui sont faits en semaine 6 et 5 $ qui sont faits en semaine 7. Là, vous n'avez pas à y toucher. Normalement, tout fonctionne tout seul et ça va juste puiser en fait dans les informations qui sont ici. Et on arrive enfin à l'onglet Finance. Alors l'onglet Finance, c'est peut-être le plus compliqué, mais c'est aussi le plus important de tout le logiciel parce que c'est lui qui vous permet en fait de faire le suivi vraiment de toutes vos dépenses. En fait, pas juste vos dépenses, mais toutes les entrées et toutes les sorties d'argent. Et donc de voir combien d'argent vous avez, combien d'argent vous avez dépensé, combien d'argent vous avez reçu, et c'est quoi toutes vos entrées et vos sorties d'argent. Bien important de bien remplir cet onglet-là. C'est vraiment, comme je disais, peut-être le plus important de tout le logiciel parce qu'à la fin de l'année, quand on va contrôler vos logiciels, encore une fois, pour vérifier les actions, les ventes, les achats, les productions, tout ça, c'est notamment dans cet onglet-là qu'on va puiser. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne cet onglet-là? Premièrement, on va regarder le milieu du tableau. Au milieu du tableau ici, on a une colonne description. La description, c'est tout simplement la description de ma transaction. Ma transaction, ça peut être soit de l'argent qui rentre, soit de l'argent qui sort. Ici, j'ai ma semaine.
bien important de bien rentrer une semaine à chaque fois parce que après, dans l'onglet vérification, puis on va le voir après, on va notamment se puiser sur cette information-là pour déterminer, bah, OK, là, par exemple, ma vente de transactions à 10 $, c'est un montant de 300 $, et ce 300 $, par exemple, ici, j'ai reçu en S4, par exemple. Mon achat à Fabricville de 30 $, qu'on avait vu d'ailleurs ici dans l'onglet production, je le retrouve effectivement dans mon onglet finance, et je vois qu'il est également en semaine 4. Mon deuxième achat à Fabricville, là, par exemple, il y a une petite erreur, hein. On peut voir qu'ici, c'est 525, donc je peux vite venir le corriger, hop, S5, et voilà, je suis content. Et mes ventes que j'ai fait en S6 et en S7. Donc ça, c'est pour la colonne description, et pour la colonne semaine, bien important de bien rentrer les bonnes descriptions et les bonnes semaines. Ensuite de ça, les montants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est devant ce qu'on appelle un grand livre. Un grand livre, c'est vraiment, alors, on a vraiment une structure généralement assez similaire, alors pas forcément identique, bien entendu, mais pour une entreprise réelle, on va avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ça. En anglais, on appelle ça un ledger, si jamais certains d'entre vous connaissent ce terme, qui permet en fait vraiment de faire le suivi de, encore une fois, toutes les entrées et toutes les sorties d'argent. Alors, dans un ledger, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des montants qui sont des débits et des montants qui sont des crédits. Essentiellement, ce que ça veut dire, les débits, je simplifie vraiment beaucoup, mais essentiellement, un débit, c'est une entrée d'argent et un crédit, c'est une sortie d'argent. Ce que ça veut dire, c'est que, vu que vous, à la fin de l'année, vous savez que vous allez devoir clôturer votre entreprise, tout argent qui rentre va éventuellement ressortir. C'est pour ça qu'en fait, quand on va rentrer les montants, on va toujours les rentrer deux fois, une fois en tant que débit et une fois en tant que crédit, parce que, éventuellement, cet argent va ressortir dans l'entreprise par des salaires, par des commissions, par la distribution d'actions. Ça peut être vraiment plusieurs cas de figure. Et donc, c'est bien important, quand vous allez rentrer des montants, de les rentrer en débit et en crédit. Alors, je vais parcourir vraiment les colonnes les unes après les autres. D'abord, ici, on a l'actif. L'actif, on a deux colonnes qui sont en débit toutes les deux, qui correspondent ici au compte bancaire et caisse ou argent en main. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous utilisez cette colonne si vous recevez du cash et vous utilisez cette colonne si vous faites un dépôt dans votre compte bancaire ou si vous recevez un virement Internet. Donc, par exemple, ici, pour ma vente, en semaine 6, j'ai fait une vente pour 50 $. Eh bien, je peux dire que j'ai reçu 50 $ en cash et donc je mets mon 50 $ ici dans ma colonne débit. Sauf que, comme j'ai expliqué, il faut toujours un équivalent de débit et crédit. Donc, si j'ai rentré mon 50 $ en débit quelque part ici en l'occurrence, je l'ai mis dans la colonne caisse argent en main, il faut que je le rentre en crédit quelque part. Et bien, la colonne correspondante pour mon crédit, en l'occurrence ici, c'est mes revenus de vente, que je rentre ici aussi 50 $. Alors, je vais continuer à parcourir les colonnes, après je vais expliquer plusieurs cas de figure. Donc, on a compte bancaire et caisse argent en main. Alors, à savoir que, généralement, vous transigez plutôt en cash, donc vous allez recevoir du cash, mais éventuellement, semaine après semaine, vous donnez le cash à votre responsable de centre pour le déposer dans votre compte bancaire. Donc, pour indiquer ça dans le grand livre, vous avez absolument l'option, vous pouvez mettre par exemple ici, dépôt bancaire, disons que c'est fait en semaine 8, par exemple, et donc, alors mettons que voilà, je veux prendre mon 55 $ de vente et je vais le déposer dans mon compte bancaire. Ce que je peux faire, c'est mettre moins 55 ici, parce que j'ai 55 $ qui se retirent, entre guillemets, de ma caisse argent en main. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a des parenthèses qui apparaissent. Ça, c'est juste une nomenclature en fait, de finance, où quand on a un montant négatif, il apparaît comme ça en parenthèse. Et il me faut quand même un équilibre. Et bien, ici, dans mon compte bancaire, là, je peux rentrer 55 $ positif parce que le 55 $ qui est quitté l'argent en main en cash, en fait, il est tout simplement rentré ici dans mon compte bancaire. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire si vous voulez. Et donc là, c'est un peu une exception à cette fameuse règle de débit-crédit, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de transfert d'argent ou de dépenses, ou c'est pas un changement en fait à votre état financier, c'est juste un changement à la nature de l'argent que vous avez. Donc c'est peut-être la seule exception, je pense, à la règle du débit-crédit, où vous pouvez avoir ce mécanisme-là. Ensuite de ça, donc ça c'est mon actif, j'ai mon compte bancaire et ma caisse argent en main. Dans mon passif, j'ai ce que je dois payer, donc c'est du crédit. Compte à payer, en gros, ça constitue une dépense. Une dépense qui n'est pas une dépense qui est due à JA. Les dépenses qui sont dues à JA, essentiellement, c'est la facture JA de 400 $ que vous allez devoir rentrer éventuellement, et également en fin d'année, mais ça c'est uniquement, vous le faites une seule fois, et à la fin de l'année, les redevances et les impôts. Ça, on va revenir dessus après. Et donc ici, dans compte à payer, je mets mes dépenses. Donc, par exemple, ici, pour mes achats, en semaine 4, j'ai fait un achat de 30 $. Donc, je mets ici que j'ai un compte à payer de 30 $ parce que j'ai un 30 $ à payer. Je dois 30 $ à quelqu'un. En l'occurrence, ici, à Fabricville. Ensuite, ici, dans mes avoirs, j'ai mon capital action. Je mets donc mon 300 $ et on voit qu'il correspond ici. Donc là, je suis en crédit, là, je suis en débit. J'ai mon 300 $ qui est rentré deux fois, tout va bien. Ensuite, à droite, on a ici les colonnes revenus, qui sont les crédits. J'ai mes revenus de vente. Donc là, si vous faites une vente, vous le rentrez ici. Revenus autres, ça peut être
Ça peut vraiment dépendre. Pour plusieurs des entreprises, ça ne va pas forcément être utilisé, mais si jamais vous avez un revenu qui ne vient pas d'une vente, vous pouvez l'utiliser ici. Et vous avez également l'option, alors ça c'est également optionnel, hein, pareil, pour plusieurs entreprises, ça ne va pas être utilisé non plus, mais vous avez aussi la capacité de rentrer des revenus non imposables qui correspondent en fait aux dons. Alors les dons, c'est quoi? C'est qu'en début d'année, on vous avait expliqué que toutes les entreprises vont commencer avec le même capital initial de 300 $. Ça, c'est obligatoire. Chaque entreprise est obligée de vendre 30 actions à valeur de 10 $ chacune, qui fait donc 300 $ et ça permet de commencer l'année avec un 300 $ pour commencer à faire une heure de matière première, commencer à lancer l'entreprise. Optionnellement, vous aviez également à l'époque, et d'ailleurs vous avez toujours en fait l'option, hein, même maintenant en cours d'année, de recevoir en fait un don, des dons qui peuvent totaliser un autre 300 $. Ce montant-là, en fait, c'est un revenu non imposable, c'est des dons. Et donc, si par exemple, vous avez, je sais pas moi, toi, une entreprise, ou peut-être même un parent ou un ami qui veut vous encourager et investir dans votre entreprise, vous avez la capacité, mais c'est optionnel, de recevoir jusqu'à 300 $ de dons. Ça peut être moins, hein, ça peut être 100, ça peut être 25, ça peut être le montant que vous voulez. Et donc, si effectivement vous aviez reçu ce don, vous pouvez le mettre ici. Donc, si par exemple, là, en F9, j'ai un don, je peux mettre ici, donc, dans revenu non imposable, disons que j'avais fait un don de 100 $, je le mets ici, et je le mets également dans caisse argent à main, j'ai mon débit qui est de 100 $ également, et donc ça fait le débit. Et ici, je mets mon paiement. Et ça, c'est la colonne revenu non imposable. L'autre colonne que vous allez très souvent utiliser, c'est l'achat de matières premières. Donc ici, tout à l'heure, dans le compte à payer, je vais rentrer mon 100 $ d'achat de matières premières. Ben, c'est quoi mon compte à payer? C'est quoi l'argent que je dois? C'est un achat de matières premières. Je vais donc le rentrer ici. J'ai mon 30 $, mon 30 $, j'ai mon 10 et mon 10. Tout le reste, c'est des colonnes qui sont ici. Vous allez, comment dire, pas beaucoup les utiliser, voire pas du tout. La colonne redevance et les colonnes redevance et salaire et commission, c'est des colonnes que vous allez utiliser une seule fois en fin d'année lorsque vous allez calculer les redevances et les salaires et les commissions. De même pour impôts. Tout le reste, alors assurance, licence et constitution, congrès, publicité de formation et autres dépenses. Alors autres dépenses, généralement, je pense que vous n'avez pas forcément utilisé parce que tout rentre plus ou moins dans le reste. À savoir que le congrès, ça correspond en fait aux 350 $. Si on revient ici dans l'onglet démarrage, dans l'onglet excusez-moi feuille, on a le montant de 400 $ en fait qui correspond ici à la facture que vous êtes obligé de payer si vous en avez les moyens. Donc ici, mon 350 $, c'est le COGEC, c'est le congrès. Et ensuite, j'ai 50 $ pour licence, assurance et constitution en société. Donc, ici, par exemple, je peux revenir dans mon onglet finance. Et donc, congrès, je vais rentrer une seule fois ici. Donc, mettons, ici, je mets en S10, mettons que vous l'avez payé, je peux mettre en project. Et là, je peux rentrer dans congrès, mon 350 $ et mon 350 $ ici dans JOT à payer, qui est ici. Et ensuite, pour licence, assurance et constitution en société, ben, vous pouvez mettre soit 50 $ dans un et puis 0 dans les autres, ou le diviser. C'est pas très important. La dernière chose que je vais montrer sur cet onglet, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué quand j'ai rentré mon premier montant tout à l'heure. J'ai effacé celui-là pour vous montrer l'exemple. Là, on peut voir qu'il y a une cellule qui est apparue ici en rouge qui nous dit écart. Cette cellule, en fait, elle va apparaître si j'ai justement un déséquilibre entre mes débits et mes crédits. Là, par exemple, j'ai rentré 350 $ de débit, mais je n'ai pas encore rentré, vu que je l'ai effacé, je n'ai pas encore rentré un 350 $ équivalent en crédit. Et donc, j'ai ma ligne qui apparaît ici en rouge pour m'indiquer que, attention, mal rempli ta ligne ici, il y a un montant qui apparaît là, mais qui n'apparaît pas dans son équivalent. Et donc, si je reviens ici, je vais dans JAQ Québec à payer, je remets mon 350 $ ici dans le vrai, et là, on peut voir que ça a fait disparaître la case. Donc, assurez-vous, lorsque vous remplissez le logiciel et ou lorsque vous voulez le vérifier, que vous n'avez pas ici le cas qui apparaît en rouge, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque part une donnée qui a mal été faite. Donc, c'est bien important de bien tout rentrer. Donc, comme je l'ai dit, toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Initialement, obligatoirement, vous allez avoir votre 300 $ de l'action. Si vous avez reçu des dons pendant l'année ou au début de l'année, peu importe, vous pouvez les rentrer également. Sinon, dans le courant de l'année, généralement, ce que ça va être les achats et les ventes, donc les achats de matières premières et les ventes que vous faites. Si vous avez d'autres dépenses comme, je sais pas, un site web, une campagne de marketing, payer pour avoir une place dans un événement de vente, tout ça, bien sûr, c'est des choses que vous pouvez rentrer. Et à la fin de l'année, vous allez rentrer vos informations de clôture, donc tout ce qui est rémunération, redevance, etc. Je vais d'ailleurs revenir à ces onglets-là juste après. Je vais juste d'abord passer à l'onglet de vérification. Avant que je passe à ça, est-ce qu'il y avait des... Je sais que c'est un onglet qui peut être parfois compliqué, donc je vais peut-être prendre une pause ici. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'onglet finance?
Parfait, tout est clair. Avant de revenir donc aux onglets qui sont en rouge ici, que vous allez utiliser à la fin de l'année, je vais revenir d'abord à l'onglet vérification. L'onglet vérification, en fait, c'est un onglet qui nous permet de faire la vérification finalement de certaines des données qui sont entrées dans le logiciel. Donc là, je suis dans un cas de figure où tout va bien, tout apparaît en vert parce que mes différentes données sont effectivement cohérentes. Il y a trois choses essentiellement qui sont vérifiées ici. La première chose, c'est ce qu'on appelle la balance comptable. La balance comptable, c'est est-ce que la somme de mes débits et de mes crédits est bien égale. Pour ça, en fait, on va tout simplement, le logiciel va tout simplement aller puiser. Il va faire la somme de tous les montants qui sont ici en débit, donc là 55, plus 400, plus 40, etc. Et d'une part, d'autre part, la somme des montants qui sont en crédit, 40, plus 350, plus 300, etc. Et il va vérifier que là j'ai 845, là j'ai 845, tout va bien, les montants sont du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la vérification des revenus de vente. En gros, ça veut dire, l'onglet marketing indique qu'on a fait 55 $ de vente au total. L'onglet finance indique qu'on a fait 55 $ de vente au total. Est-ce que c'est cohérent? Oui, super. Ça, c'est à l'échelle de l'année, mais on fait également la vérification à l'échelle de chaque semaine. En semaine 6, par exemple, mon marketing dit qu'on a fait 50 $ de vente. Est-ce que mon finance dit qu'on a bien fait 50 $ de vente en semaine 6 également? Donc là, encore une fois, là, je suis dans un cas de figure où tout va bien. Prenons un cas de figure où quelque chose ne va pas, et mettons que les ventes ici, je les rentre en S5 au lieu de les rentrer en S6. Comment est-ce que je peux voir ça rapidement dans la vérification? En fait, c'est très simple, on va avoir un code couleur qui va vraiment venir s'afficher ici. Alors, je vais prendre une autre semaine pour donner un meilleur exemple. On va faire S9, par exemple. Voilà. Donc, en termes du total, tout va toujours bien parce qu'on a quand même 55 $ de vente au total dans marketing et 55 $ de vente en finance. Donc là, tout va bien à ce niveau-là. Par contre, on peut voir que ici, les semaines 6 et les semaines 9 sont maintenant en rouge. Pourquoi? Parce que en semaine 6, marketing dit qu'il a fait 50, finance dit qu'il a fait 0. Et en semaine 9, j'ai l'inverse, marketing dit qu'il a fait 0 et finance dit qu'il a fait 50. Donc à tout moment, même pendant l'année, puis surtout bien sûr à la fin, avant de remettre votre logiciel pour la dernière fois à JA Québec, allez consulter cet onglet-là et vérifier qu'il n'y a essentiellement aucune donnée qui apparaît en rouge. Si c'est le cas, ça veut dire que quelque part, il y a un calcul qui ne va pas, ou une semaine qui a mal été rentrée, ou pas été rentrée, et donc ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut donc venir le corriger. Donc pour le corriger, là, je peux tout simplement revenir ici, remettre ma semaine 6, et mon onglet vérification est de nouveau content, tout va bien, tout est en vert. La dernière chose qui est vérifiée ici, c'est la comparaison en fait des onglets marketing et de l'onglet production. En gros, ici, alors je vais prendre le tableau à l'inverse. Ici, on a la production cumulative. Ici, c'est mon 10. Mon 10, en fait, qui correspond tout simplement au 10 qui est ici. C'est le total de production. Je reviens ici dans vérification. Dans marketing, ici, le 10, en fait, c'est tout simplement le nombre d'unités que j'ai rentrées ici. Donc, si par exemple, ici, je mets uniquement 9 unités, dans ma vérification, je vais avoir une erreur qui apparaît. Pourquoi? Parce que dans ma production, j'ai dit que j'en ai fabriqué 10, mais dans l'onglet marketing, j'ai uniquement un stock de 9. Quelque chose ne va pas. Il me faut un stock total de 10 qui correspondent à la quantité produite. À l'inverse, si par contre, je vais dans production ici, alors, je vais dans marketing stock ici, je remets mon collier ici, et je mets un 11e collier, dans ce cas de figure aussi, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que le VP production ou l'onglet production dit qu'on a fabriqué 10, mais l'onglet marketing dit qu'on en a 11 en stock. C'est pas possible, bien entendu. Donc pareil, en gros, dès que les deux valeurs ici sont différentes l'une et l'autre, il y aura un problème. Le dernier cas de figure qu'on a également, c'est si jamais vous remplissez mal les différentes colonnes qui sont ici, par exemple ici, je reviens dans la vérification, et alors là, 10, je vais enlever notre production, je vais mettre 3 ici. Et on a donc, alors, je vais voir si je peux faire c'est parce que j'ai ça, et si je fais ça, par contre, est-ce que j'essaie de voir, excusez-moi, ok, bon, c'est pas grave, je voulais vérifier autre chose, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut s'assurer d'avoir la cohérence entre ces deux lignes-là, donc en ayant des données qui sont cohérentes d'une part et d'autre. Donc là, je peux remettre mon 3 par exemple ici, et je reviens là, et tout va bien. J'ai mon 9 et mon 9. Donc voilà, mais n'hésitez pas à consulter régulièrement cet onglet-là, à tout moment, s'il y a du rouge, ça vous dit c'est quoi le problème, ça vous dit c'est quoi l'erreur, et ça vous permet d'aller facilement la corriger. Ça, c'est pour l'onglet vérification. Dernière chose donc, que je vais expliquer, puis on va clôturer la formation sur ça, c'est ces fameux
4 onglets qui sont ici en rouge. Comme je disais au tout début, donc ces onglets, alors vous avez le droit de les consulter au fur et à mesure de l'année, mais c'est pas nécessaire en fait de faire quoi que ce soit avec jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la clôture de l'entreprise, parce que c'est des données que vous allez utiliser à la fin du programme. Pourquoi? Le premier onglet, c'est la rémunération. Alors, à savoir aussi que sur ces 4 onglets-là, il n'y aura aucune case qui sera en grise, vous n'aurez pas l'opportunité de rentrer des données, mais c'est plus en fait des données que vous allez pouvoir d'une part prélever et surtout en fait rentrer dans votre onglet finance à la fin. Le premier onglet, donc, c'est mon onglet rémunération. Mon onglet rémunération, en fait, il me dit tout simplement quels sont les salaires et les commissions que je dois verser à la fin de l'année. Donc là, par exemple, pour cette personne-là, on a d'abord la commission. Donc la commission, c'est un pourcentage sur les ventes. Cette personne-là, elle a fait 27,5 $ de vente. Et si je reviens ici au tout début dans mon onglet démarrage, on voit que mon taux de commission est à 10%. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là, pour les 27,5 $ de vente qu'elle a fait, elle a droit à une commission de 2,75 $. Donc, en plus de son salaire et de son action, si effectivement l'entreprise a fait du profit, cette personne-là va pouvoir recevoir 2,75 $ en commission. Ça, c'est pour la commission. Pour ce qui est du salaire, on prend simplement le nombre d'heures qui est en fait calculé à partir de l'onglet ressources humaines. Donc là, on peut voir par exemple que pour cette personne-là, le nombre d'heures qui a été fait est de 35h30, qui est la somme de toutes ces données-là. Et donc, si on prend maintenant mon taux horaire qui est ici de 25 centimes, et ben, on a le calcul qui s'est fait automatiquement. 35h30 fois 25 centimes, ça fait 8,88 $. Donc cette personne va pouvoir recevoir un salaire de 8,88 $. Alors là, je vais juste revenir sur l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure par rapport à pas l'exemple, pardon, mais ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la colonne ici, actif en fin d'année, oui ou non. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fait, cette donnée-là, elle est utilisée ici dans l'onglet rémunération. Parce que, comme je vous avais dit, si la personne n'est pas active en fin d'année, elle n'a plus droit à ses salaires et à ses commissions. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend l'exemple de cette personne-là, bon, alors elle, de toute façon, elle n'avait pas fait de vente, donc il n'y aura pas de commission, donc ça ne change rien. Par contre, elle avait fait ses 40 heures, mais comme ici on a un nom, parce que dans l'onglet ressources humaines, on a mis que cette personne-là n'était plus active à la fin de l'année, elle n'a pas droit à ses commissions, à son salaire, pardon. Donc ici, malgré le fait qu'il y a 40 heures de travail qui sont comptabilisées, le montant de salaire, ici, il est de 0. Et ici, on a le cas inverse. Alors là, bon, il n'y a pas de nom, mais essentiellement, s'il n'y a pas un oui, c'est considéré comme un non. Et donc ici, sur le 2,50 $ de vente, vu qu'il n'y a pas un oui ici, pareil, il n'y a pas la commission qui est calculée. Et pareillement non plus, il n'y a pas de salaire non plus qui sont calculés. Ensuite de ça, on a donc le total des salaires et des commissions donc ici pour chaque personne. Donc cette personne-là va recevoir 11,63 $, cette personne-là 9,63 $. La somme des deux, ça fait 21,25 $. Et donc ce que ça veut dire, c'est que pour cette entreprise-là, à la fin de l'année, il y aura 21,25 $ qui sont à débourser en salaire et en commission. Et donc, on peut voir ici, écriture finale à inscrire dans l'onglet finance, dans les colonnes 220 et 520, donc JA Québec à payer et salaire et commission. Donc, à la fin de l'année uniquement, c'est bien important, encore une fois, je l'ai dit, mais je le répète, faire ça une seule fois et à la fin de l'année, quand vous aurez clôturé le programme et clôturé votre entreprise, on prend donc le 21 et 25 et on va le mettre dans les colonnes 220 et 520. Et donc, je peux revenir ici dans mon onglet finance. Ma colonne 220, c'est bien ma colonne JA Québec à payer. Donc, je peux mettre ici mon 21 $ et 25. Ici, je vais mettre S22 parce que c'est à la fin de l'année. La S22, c'est la dernière semaine de l'année. Là, je mets salaire et commission. Et je vais dans ma colonne 520 qui est donc, bien entendu, ma colonne salaire et commission. Et je mets mon même montant de 21 $ et 25. Et voilà. Donc ça, il faut le faire, encore une fois, une seule fois à la fin de l'année. Ça, c'est pour l'onglet rémunération. Il y aurait quelque chose de similaire à faire pour redevance et impôts. Je vais juste revenir rapidement sur une petite chose qui est importante. Dans Excel, et notamment pour les cases comme celle-ci où c'est des montants, comme vous pouvez voir, moi par exemple ici, si je rentre 1, Excel va automatiquement formater ça comme un montant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va mettre ici les décimales, donc ici 1.00, et il va mettre le symbole $. Il fait ça parce que Excel il a la capacité de reconnaître quand quelque chose est un montant. Ici, en l'occurrence, les montants, ils sont écrits avec le point. Donc, si par exemple, je veux mettre 1,50 $, je peux mettre 1.5, je fais entrer, et j'ai effectivement mon 1,50 $ qui est comptabilisé. Si par contre, je mets 1,5, on peut voir deux choses. Déjà, le nombre ici, il apparaît à gauche. Le fait qu'il apparaisse à gauche, c'est un premier indicateur que quelque chose ne va pas, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir, que c'est vraiment de manière générale, c'est pas juste dans ce logiciel-là, mais dans Excel de manière générale, toute votre vie quand vous allez utiliser Excel, une chose à savoir qui est importante, c'est que les montants apparaissent à droite. Et justement, pourquoi est-ce que Excel fait ça? Parce que c'est une façon rapide et facile, quand vous observez un document, de voir si un document a mal été rentré, ici en l'occurrence avec la virgule au lieu du point. Et non seulement le montant apparaît à gauche, ou le nombre apparaît à gauche, mais en plus, on peut voir qu'il n'y a pas le symbole $ qui est apparu. Donc ça, c'est un deuxième indicateur que le montant est mal rentré.
Si on fait ça, malheureusement, c'est-à-dire qu'il ne va pas être comptabilisé. Par exemple, si je reviens ici, là, j'ai 372,25 $, qui est la somme de toutes les données que j'ai rentrées ici. Si je remets mon 1.5 et que je le mets correctement, on peut voir que le montant ici est bien mis à jour comme il faut. Si par contre je mets mon 1.5 avec ma virgule, on peut voir que le montant n'est pas comptabilisé. Donc faites bien attention à bien rentrer la virgule ou le point. Alors pourquoi est-ce que je dis la virgule ou le point? Parce que, dépendamment de la langue dans laquelle vous utilisez Excel, dans certains cas c'est le point, dans certains cas c'est la virgule. Je vous laisse voir, de toute façon c'est très simple, en quelques secondes vous pouvez le découvrir. Si vous mettez un point ou une virgule et que le montant apparaît à droite comme ça avec le symbole $, c'est qu'il faut utiliser le point. Si vous mettez la virgule et que ça apparaît à droite avec le symbole $, c'est qu'il faut utiliser la virgule. Mais faites bien attention à ces détails-là. Je vais donc effacer ça et ça. Donc là, on a vu l'onglet rémunération. Donc ça, c'est pour calculer les salaires et les commissions que vous allez devoir reverser à la fin de l'année. Ensuite de ça, on a l'onglet redevances. Les redevances, c'est un pourcentage en fait sur chaque vente que vous allez devoir reverser à JA Québec. Ce pourcentage, il est très simple, c'est un pourcentage de 3,5% qui est calculé uniquement sur les revenus de vente. Donc là, les revenus de vente, le 55 $, c'est en fait tout simplement le 55 $ qui est prélevé ici. Et on calcule, ou plutôt le logiciel calcule tout seul, 3,5%. Ça me donne ici en l'occurrence 1,93 $. Et donc pareil, une seule fois à la fin de l'année, quand vous aurez clôturé le programme et votre entreprise, vous pouvez prendre votre 1,93 $ et le mettre ici, donc redevance, dans la colonne 510. Donc je reviens ici, je mets ici S22, je mets mes redevances et je mets 1,93 $ ici et là. Voilà. Là, j'ai rempli mes redevances. La troisième chose et la dernière, c'est les impôts. Les impôts, c'est un taux d'imposition de 25% qui est calculé uniquement, ça c'est bien important à comprendre également, uniquement sur votre revenu net. Votre revenu net, c'est la différence entre vos revenus et vos dépenses. Alors ici, encore une fois, là j'ai mis des données fictives, donc on peut voir qu'il y a eu des revenus de 55 $ et des dépenses de 413, ce qui fait que, ici en l'occurrence, on a une perte nette parce que on a plus de dépenses que de revenus, donc il n'y a pas d'impôt qui est calculé. Si par contre, alors je vais juste pour montrer à quoi ça peut ressembler, je vais mettre un don, mettons, un don non existant de 500 $ en S10, mettons, et je le remets ici dans mon caisse argent en main. Alors je ne vais peut-être pas le mettre en don, je vais le mettre en revenu de vente, pour que ça fasse le calcul comme il faut. Voilà, donc là, j'ai 555 $ de revenus, 413 de dépenses, ce qui fait que j'ai 141 $ de revenus nets. Et donc là, j'ai un impôt de 25% qui est calculé dessus. Et donc, c'est un impôt de 35,46 $ qui paraît se calcule automatiquement et que vous allez devoir rentrer également dans votre onglet finance. Donc, encore une fois, je l'ai dit 15 fois, je le redis une dernière fois, on fait ça une seule fois à la fin de l'année. Et donc ici, impôt 2025-2026, 35 et 46 dans la colonne impôt. Je reviens ici, et en S22, je mets mon impôt 2025-2026 et sur, je sais plus c'était combien, c'était 35 et 46. Je le mets dans mon JA Québec à payer et je le mets dans impôt. Voilà. Et voilà. Et là, à ce stade-là, on a un logiciel complet. Et en particulier, un onglet finance qui est complet parce qu'on a bien toutes les informations. On a les 300 $ d'actions au début. Ça, c'est absolument essentiel qu'ils y soient. On a tous mes achats, chose que je peux vérifier en comparant ici avec l'onglet production. L'onglet production dit qu'on a fait 40 $ d'achat. L'onglet finance dit qu'on a fait 40 $ d'achat. Tout va bien. J'ai toutes mes ventes. Mon onglet marketing me dit que j'ai fait 55 $ de vente. Mon onglet finance me dit que j'ai fait 55. Alors, bon, là, c'est 555 parce que j'ai mis le don, mais sinon, c'est 55. Et j'ai rempli ensuite la facture JA donc de 350 $ et alors là j'ai pas mis, mais il y a aussi la licence de 50 $. Et enfin j'ai mis mes trois dernières catégories, donc les salaires et les commissions, les redevances et l'impôt. À partir de là, on peut considérer que le logiciel est complet. Le dernier onglet, je vais vous le montrer rapidement, c'est un onglet qui permet en fait de visualiser vos états financiers. Donc tout ça, ça se remplit tout seul également, vous n'avez pas à y toucher vous-même, mais ça peut être intéressant. Notamment par exemple, alors on ne vous a pas forcément encore parlé de ce document-là, mais à la fin de l'année, un des derniers documents qu'on va vous demander de faire, c'est un document qu'on appelle le rapport aux actionnaires, qui est un document en fait qui va vraiment reprendre en fait tout ce que vous avez fait dans l'année. Donc c'est un rapport en fait dédié à vos actionnaires. Ça, c'est quelque chose qui existe aussi dans la vie réelle, hein. Quand une entreprise, alors généralement, on va faire un rapport annuel par exemple. Vous, bien sûr, vous le faites une seule fois
pour l'année du programme qui se sera terminée. Mais en fait, dans votre rapport aux actionnaires, vous allez pouvoir parler un peu de votre entreprise, votre expérience, ce que vous avez appris, vos productions, vos ventes, en gros, vous allez avoir toutes les infos. Et donc, ça peut être intéressant, je vous le dis comme ça, de reprendre en fait ces états financiers-là et de les mettre dans votre rapport aux actionnaires. Et donc, ces états financiers, en fait, ils vont tout simplement reprendre les différentes données qui sont dans l'onglet finance et ça vous permet de déterminer, en fait, notamment, c'est quoi vos revenus, c'est quoi vos dépenses, quel est le taux de l'impôt qui est calculé, et puis à la fin, tout ça, ça vous permet de calculer le bilan final et en particulier la valeur de l'action. Et donc là, ici, en l'occurrence, donc avec des revenus, donc avec un actif total de 950 $, des dépenses totales de 449, on a donc ici un bénéfice net après impôt de 506,82. On divise ces 506,82 par 30 actionnaires et ça fait ici en l'occurrence 16,89 $ par actionnaire dans ce cas de figure bien particulier évidemment. Ça pareil, alors encore une fois, vous pouvez le consulter pendant l'année. C'est juste pas très utile de le faire parce que tant que vous ne rentrez pas, tout ce qui est salaire, commission, les redevances, toutes les dernières choses qu'on a vues qui sont en fait dans les onglets rouges, les états financiers ne seront pas très complets et donc pas très correct finalement. Mais bien sûr, vous pouvez, si vous êtes curieux, aller feuilleter ça ou aller consulter ça pendant l'année. Voilà pour moi. Ça clôture les différents points que je voulais voir avec vous. Donc là, je vais ouvrir les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit, si vous avez un onglet ou une fonctionnalité spécifique que vous ne comprenez pas ou que vous avez un bug, n'hésitez pas. Sinon, on clôturera après la rencontre. Oui, je vois qu'il y a Simone qui a la main levée, je t'écoute. Oui, pour tous les endroits où il faut rentrer les actionnaires, les dirigeants, etc. Mhm. Nous, on a beaucoup de gens qui ont quitté. Donc, est-ce qu'il faut quand même qu'on garde leur nom là ou faut qu'on les enlève? Alors, dans la liste des entrepreneurs, vous pouvez, je vous conseille de les garder en fait. Donc même si vous avez des entrepreneurs qui ont quitté le programme en cours d'année, je vous conseille fortement de garder leur nom dans l'onglet entrepreneur. Mais par contre, vous allez pouvoir dans l'onglet ressources humaines mettre le fait qu'ils ne sont plus actifs. Et donc ça va permettre de déterminer à la fin de l'année que ces personnes n'auront pas droit à leur salaire et les commissions. Mais c'est juste en fait vu que, notamment dans l'onglet ressources humaines, mais même dans l'onglet, par exemple, marketing stock, là où vous rentrez les différentes données, vu que ces onglets-là, en fait, les listes des noms sont faites dynamiquement en se basant sur les informations qui sont dans l'onglet entrepreneur. Si vous effacez des noms de l'onglet entrepreneur en cours d'année, ça risque de causer des bugs. Donc, il vaut mieux garder la liste telle que vous l'avez au début, ne pas la modifier. Mais par contre, vous pouvez donc, comme je disais, mettre le fait qu'ils sont plus actifs en fin d'année et bien sûr aussi, si jamais ces personnes-là qui ont quitté l'entreprise étaient des dirigeants, vous pouvez aussi changer l'onglet dirigeant pour refléter les changements dans le conseil. C'est bon, merci. Plaisir. Claire? Salut. En fait, moi, j'aimerais demander la partie où il faut compléter les actionnaires. Par exemple, j'ai deux groupes dans mon centre et il y a un groupe qui a abandonné. Maintenant, le groupe qui a abandonné, il y a deux jeunes de ce groupe qui ont switché pour l'autre groupe et ils ont demandé à ce que leurs actions soient transférées au deuxième groupe. Maintenant, j'aimerais demander la partie où il faut remplir tous les actionnaires, c'est-à-dire 30 actionnaires par équipe. Est-ce Mhm. qu'ils vont, l'équipe qui est toujours maintenue là, est-ce qu'ils vont remplir jusqu'à avoir 60 actionnaires? Alors non, il faut absolument avoir exactement 30 actionnaires par entreprise. Donc si jamais l'entreprise a cessé d'exister parce que les membres ont tous quitté, par exemple, il faut quand même remplir le logiciel, quand même avoir les actions, même s'il n'y a aucun argent qui serait distribué à la fin, même si l'entreprise n'existe plus, il faut quand même avoir le logiciel qui est fait pour eux avec les 30 actionnaires. Et d'une part, parce que ça permet de faire le suivi en fait, de quels étaient les actionnaires initiaux, d'une part,
et d'autre part parce que pour garder le programme équitable, et en particulier en termes de la redistribution de l'argent à la fin, c'est pour ça qu'on est très strict sur le fait que chaque entreprise a exactement 30 actionnaires, pas plus, pas moins, parce que sinon après, si par exemple on a une entreprise qui a 60 actionnaires, ça veut dire que chacun d'entre eux reçoit moitié moins d'argent que s'il y avait 30 actionnaires, ce qui n'est pas égalitaire et juste. Ok, je comprends. Merci. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Sarah-Jeanne. Vous avez dit que pour l'onglet Finances, qu'il fallait mettre les actions au départ, que c'est important de mettre les 30 actions au départ. Mais dis donc qu'on ne les a pas vendues en même temps. Est-ce qu'on les met quand même sur la première ligne tous ensemble ou on peut les mettre plus tard? Vous pouvez les mettre plus tard. C'est pas obligé d'avoir une seule ligne avec 300 tant que les différentes lignes pour les actions, le total correspond bien à 30 actions et donc $300. OK, merci. Alors, juste avant de clôturer, je vais partager dans la conversation mon courriel. Si jamais vous avez des questions là pour les quelques semaines du programme qui restent, qui sont spécifiques au logiciel, ou même si vous avez par exemple un bug spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, je vous envoie mon adresse tout de suite. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel, soit juste pour poser votre question, soit même vous pouvez carrément partager le logiciel, donc vous m'envoyez le fichier Excel par courriel, et puis moi, ça me fera plaisir de consulter votre logiciel et puis voir ce qui ne va pas ou répondre à votre question. Donc, enfin, n'hésitez pas d'ici à la fin du programme à me contacter si c'est nécessaire, par rapport au logiciel, hein, bien sûr, et ça me fera plaisir de vous aider. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, tout le monde? OK. Alors, on va partager l'enregistrement avec vous en parascolaire et aussi avec les enseignants scolaires. Et vous allez pouvoir aussi voir ça plus en détail si vous voulez. Merci beaucoup, Patrick, pour la formation et pour ton temps. Et on se voit bientôt. Merci. Merci à tous, Bonne bonne soirée, soirée. tout le monde. Bye, bye, Brian. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Ouais. Merci.